Bonjour et bienvenue au 74e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on va avoir droit à un petit épisode un peu spécial dans lequel on va défendre qui mérite d'être sur le mont Rushmore des designers de jeux. Fait qu'on va, mais avant de se lancer tout de suite dans une discussion acharnée, on va faire un petit retour sur le duel qu'on a fait l'année passée. Et c'était un duel un peu particulier, parce qu'on peut dire qu'on était trois, en fait. On avait reçu un invité. Donc, on avait reçu Patrice Allais, qui fait partie de l'équipe de Board Game Presque Parfait, un podcast qui lui aussi parle de jeux de société. Et dans notre épisode, on avait en fait choisi chacun 4 jeux en dehors du top 1000 de Board Game Geek, pour essayer de faire une espèce de collection, mais de jeux, mais un peu moins connus. Ouais, c'est ça, l'idée, c'était de parler de jeux qu'on parle pas souvent, puis qui sont peut-être passés sous le radar, puis qu'on voulait mettre un peu de spotlight dessus. Je pense pas que ça vaut la peine de tout répéter les jeux maintenant, là, mais vous pouvez aller écouter l'épisode. Pat est allé avec des sélections assez champ gauche, merci. Là. Il y en a plusieurs là-dedans que j'avais même jamais entendu parler. Je pense que toi pis moi, on est allé plus dans des créneaux sous-estimés, mais quand même connus. Là. Puis c'est ça. Ça a fait 3 collections intéressantes tout de même. Puis je pense que ça vaut la peine de le réécouter même un an plus tard. Là. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est des jeux un peu plus perles rares, là, tu sais, diamants bruts, tu sais, qu'il faut aller chercher puis qui peuvent valoir la peine pour des gens qui peuvent être intéressés. Ouais, puis c'est cool de faire changement de, tu sais, tu parles des nouveaux jeux qui viennent de sortir, ben on dirait que comme tout le monde parle de ça tout le temps, fait que de faire un peu différent, là, on ressort le hipster en nous. Ben oui. Donc maintenant, on va passer au jeu auquel on a joué récemment. Ouais, fait que j'ai joué à Let's Go to Japan, un jeu de Josh Wood et publié par Alderac Entertainment Group ou AEG pour les intimes. Puis là, on a l'air de le prononcer bizarre, mais c'est que en fait, il y a comme un point d'exclamation en plein milieu du titre. C'est un petit peu particulier. Mais bref. C'est un jeu de draft dans lequel la thématique, c'est qu'on va planifier notre voyage au Japon. Donc, on va se promener entre Tokyo et Kyoto. Puis, on va piger les cartes d'activités qu'on peut faire pendant qu'on est là-bas. Puis les cartes, dans le fond, il y a comme 2 soutes, là, justement, qui correspondent aux 2 villes. Puis on essaye de comme c'est un jeu où il y a beaucoup de collections d'ensemble. Tu sais, sur les cartes, il va y avoir plein de symboles qui correspondent aux différentes activités. Puis dans le fond, on va évaluer ces symboles-là à la fin de chaque journée. Puis là, dans le début de partie, on va déterminer, mettons, le lundi, c'est tel symbole qu'on va regarder. Le mardi, ça va être un autre, puis etc., etc. Mais tout le monde a comme les mêmes contraintes. Fait que là, t'essaies de te mettre des cartes qui vont fitter avec ces symboles-là, mais aussi, dans le fond, à chaque jour, tu vas pouvoir avoir jusqu'à 3 cartes, puis la carte d'en bas, il va y avoir une condition dessus, comme un prérequis en symboles qui ont été joués au moment de cette journée-là. Puis, si ta condition est respectée, tu vas scorer des points. Fait que là, quand tu places ta carte, quand tu la places sur une journée, dans le fond, tu as le choix de la mettre soit complètement en bas pour avoir sa condition de scoring ou aller la glisser en dessous, c'est comme plus haut, c'est comme elle arrive avant dans ta journée. Mais après, si mettons t'as mis activité B après activité A, ben tu pourras pas rechanger cet ordre-là. Mais ton activité C, tu vas pouvoir soit la glisser après ou avant les deux. Mais un coup qu'ils sont placés, puis t'es pogné avec ça. Et mais au moins, t'as quand même la possibilité de dire, OK, finalement, la condition de la carte que j'ai en bas présentement, elle fit pas avec ce que j'ai, mais tu peux la remplacer s'il te reste encore un espace. Dans le fond, tu peux
Admettons, si c'est ta deuxième carte que t'aimes pas, tu peux remettre ta troisième par-dessus. Puis là, c'est la condition de la troisième qui compte. Fait que c'est plus, ça peut t'aider, dans le fond, à changer d'avis. Exactement. Sauf que là, t'as aussi la contrainte que, tu sais, les cartes, ils ont deux couleurs qui correspondent aux deux villes de Tokyo et Kyoto. Puis là, toutes les fois que tu vas passer de une à l'autre, ben, il va falloir que tu payes une ressource ou que tu perdes des points. Fait que, tu sais, parce que tu veux pas faire un voyage de genre, je fais une activité à Tokyo, après ça, je prends le métro pour aller à Kyoto, après ça, je fais une autre activité là, puis là, je reviens à Tokyo. Fait que, tu sais, t'essayes comme de stacker tes cartes de Kyoto toutes ensemble, tu sais, pis toutes tes cartes de Tokyo toutes ensemble, comme ça, tu fais le transfert juste une fois. Mais ça, c'est comme en théorie, puis tout le monde essaie de faire ça. Puis comme c'est un jeu de draft où ce que tu prends une carte puis tu passes les autres à l'autre, ben, un moment donné, tu t'es comme un peu pogné avec qu'est-ce que tu te fais donner. Mais t'as toujours la possibilité de, au lieu de faire l'activité sur la carte, tu peux décider d'aller prendre une marche. Fait que là, c'est que tu défausses cette carte-là, t'en piges une autre, que tu vas garder comme face cachée. Puis c'est juste à la fin de la game que tu vas la révéler pour décider est-ce que je la laisse sur le côté comme prendre une marche, puis qui donne presque rien, mais au moins que tu sais que t'as pas de pénalité, tu sais. Parce que prendre la marche, ça peut être d'un côté ou l'autre, là. C'est toi qui décides dans quel paquet tu la piges à ce moment-là. Puis c'est ça, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu vas enchaîner des rondes de draft où soit que c'est des cartes que t'as pigées, soit que c'est des cartes que les autres t'ont données. Puis que celle que tu prends pas, tu passes à l'autre. Puis dans le fond, sur le plateau principal, il y a comme une espèce de diagramme qui explique tout ça. Là. Fait que là, je l'ai pas retenu comment que ça marche exactement. Là, mais pendant la partie, c'est super facile à suivre. Puis c'est pas trop long, là. Le BGG dit 45-60 minutes, c'est peut-être même un peu pour une fois, c'est peut-être même surévalué, là. Je pense que Oh nous, my ça nous a god. pris moins de temps que ça, là. Moi, j'ai pas vu ça souvent, en tout cas. C'est peut-être moi qui ralentis le jeu, là, mais que ça soit rendu bas en bas du temps décrit, j'ai pas vu ça souvent. Fait que c'est ça, t'es comme tout le temps des choix un peu déchirants parce que t'as comme plein d'icônes, plein de conditions de scoring que tu voudrais aller chercher en même temps, mais tu sais, faut un que tu choisisses puis que tu essayes d'optimiser. Je trouve que les illustrations sont super bien réussies, ça donne vraiment un look japonais, là, tu sais, les icônes puis tout ça, puis comme le style, ça fait un peu manga, mais pas tant non plus, là, plus comme genre culture occidentale qui essaye de faire japonais, si on veut, là. Appropriation culturelle, c'est ça que tu cherches. Non, mais pas vraiment, mais peut-être un peu aussi, je sais pas. En tout cas, vous irez voir, j'ai mis des photos sur Instagram, là, vous ferez votre propre idée, puis si jamais c'est vraiment de l'appropriation culturelle, je veux pas partir de controverse là-dessus, là, mais c'est ça, moi je l'ai trouvé beau en tout cas, peu importe. C'est ça, c'est bien beau, c'est rapide, puis c'est des choix intéressants à chaque tour, j'ai trouvé, fait que je serais bien partant pour y rejouer. Donc c'était Let's Go to Japan de Josh Wood et AG. Puis toi, à quoi t'as joué récemment? Eh bien, moi, il y a pas longtemps, j'étais allé passer une soirée à l'Odyssée, le magasin qui nous commandite. J'ai passé une soirée en compagnie de Richard, Stéphane et de leur ami Martin. J'ai l'impression qu'il y a comme un truc avec les gens qui s'appellent Martin. J'ai l'impression que tu t'appelles Martin, t'es prédisposé à aimer les jeux de société. Ouais, on dirait qu'il y en a un dans chaque groupe de jeu. C'est ça. Puis les influenceurs, tu sais, on a Martin Lafrenière, on a Martin Lauzon, on a des amis. Je pense que tous les gens que je connais qui s'appellent Martin qui jouent à des jeux. Je trouvais ça drôle de le souligner. Mais bon, tout ça pour dire, fait que c'est ça, mais j'étais avec les gars de l'Odyssée, puis on a joué à Revive, un jeu qui a été designé par Helge Messner, Christian Amundsen Otsby, Elif Svensson et Anna Wermlund. J'ai clairement massacré quelques-uns de leurs prénoms. Et ça a été Oh, les publié noms de par... famille aussi, inquiète-toi pas. J'imagine aussi. Et ça a été publié aux éditions Apporta Games. Et nous autres, on a joué à la version française publiée par Matago. Puis on a aussi inclus l'extension Revive Call of the Abyss qui était sorti en 2023. Le jeu original était sorti en 2022. Fait que dans Revive, on a le monde en fait est un peu petit peu été détruit.
Puis là, on essaie d'utiliser nos technologies pour un peu le ramener à la vie. Fait que là, on va explorer des contrées, on va fonder des villes, on va utiliser des ressources pour améliorer notre technologie, puis ramener un peu le monde à la vie. Ah, tu vois, avec le nom puis le cover, je pensais que c'était un autre jeu de nature. Ben non, c'est plus des machines. C'est vraiment engine building, puis ton plateau personnel, il a l'air d'une machine. Là. Tu sais, c'est vraiment, il y a des boutons puis tout. Là, il y a même une mécanique, c'est activer ta Switch. Là, t'as un petit piton là qui est carrément comme une Switch là. Tu sais, imagine là, dans Frankenstein là, tu sais quand il baisse la Switch pour réveiller Ouais, ouais. Frankenstein. Ben t'as ça sur ton board. En fait, c'est Frankenstein qui baisse la Switch pour réveiller sa créature. Oui, exact. C'est une erreur commune. C'est le monstre de Frankenstein, c'est pas Frankenstein le monstre. Tout ça pour dire, maintenant qu'on a fait cette petite section de culture générale, euh, le jeu, c'est un jeu de construction d'engins. Il va avoir un aspect un peu deck building, puis il va avoir beaucoup de sélection d'actions à faire. Fait que à ton tour, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Un tour normal, tu vas devoir choisir 2 actions à travers un choix de plusieurs, qui peuvent être de jouer une carte, explorer une tuile sur la carte du plateau principal, créer un bâtiment ou fonder une ville avec un explorateur. Tu peux aussi activer ta Switch, justement, qui va avoir différents effets. Chaque joueur va aussi avoir une faction qui est asymétrique. Là, nous autres, on a joué avec les personnages de l'extension, fait qu'on avait toute une petite gimmick un peu particulière qui est un peu plus complexe que dans le jeu de base. Là. Fait que c'était vraiment des personnages qui étaient très asymétriques. Tu sais, moi, je pouvais placer des portails sur la carte qui faisaient que je pouvais comme utiliser ces portails-là pour comme me déplacer plus facilement. Mais ça faisait aussi que les autres pouvaient profiter de mes portails. En tout cas, il y avait une espèce d'aspect que ça m'aidait puis ça aidait les autres. Puis mais moi, je pouvais les ouvrir, les fermer. En tout cas, il y avait un petit twist comme ça. Il y en avait un qui pouvait parasiter les autres, puis dans le fond, copier des cartes des autres joueurs. Fait que tu sais, il y avait des trucs assez différents. Fait que c'est ça. Tu choisis dans les différentes actions. Quand tu joues ta carte, dans le fond, tu vas jouer une carte. Toutes les cartes vont avoir comme un côté haut puis bas. Puis ça, tu les joues sur un emplacement de ta machine qui te permet de le jouer. Puis tu vas faire les ressources qui sont indiquées sur la carte. Fait qu'il y a il y a 4 ressources principales que tu peux utiliser. Des engrenages, des livres, de la bouffe, puis des cristaux qui servent un peu de frime, là, qui peut servir de n'importe quoi. Puis dans le fond, tu places ta carte, tu gagnes les ressources, puis après ça, ben, tu peux décider de dépenser ces ressources-là pour faire des bâtiments. Les bâtiments, quand tu les construis sur la carte, ça te permet de progresser dans tes pistes technologiques qui te débordent des actions. Il y en a qui sont comme imprimés sur ton plateau. Il y en a que quand tu débloques l'endroit, ben, tu choisis une action dans un marché. Fait que là, tu peux encore une fois comme moduler puis créer ton engin en fonction de vers quelle piste de technologie tu vas augmenter puis quelle action tu vas placer dans les spots libres. Fait que là encore, tu construis tes affaires. Au début de la partie, tu as aussi tout le monde a une carte objectif qui va faire des points en fin de partie qu'il faut que tu vises le plus possible. Puis nous autres, il y avait en fait aussi 2 pistes de points que tu dois progresser de façon indépendante, qui vont te donner certains bonus. Tu as une des pistes qui est la piste de l'abysse qui va te donner des cartes supplémentaires, puis qui va te donner des artefacts. Les artefacts, c'est ça qui déclenche la fin de la game, puis c'est aussi ça qui peut servir de multiplicateur pour ta carte objectif. J'ai l'impression que je décris beaucoup de mécaniques, beaucoup d'affaires. Il y a l'air d'avoir du stock en tabarouette. Est-ce que c'est cohérent et cohésif? Oui. Oui, c'est surprenamment, là, tu sais, tu regardes le plateau au début, ça a l'air un peu intimidant. Là, je parle, puis genre, je me rendais compte que je dis beaucoup de stock, mais sérieux, quand on s'est installé puis qu'on a commencé à jouer, ça coule super bien. Parce qu'au final, tes actions, ben, au début, ça va vite, là, mais à la fin, quand tu commences à avoir des actions gratuites puis tout ça, là, tu commences à faire des tours qui ont pas de bon sens puis à multiplier les actions puis les bonus. C'est vraiment bien, puis c'est pas si rapide, c'est pas si long que ça comme jeu. En fait, ça accélère super rapidement au point où est-ce que tu te dis, si j'avais fait le tour d'après, ça aurait été malade.
Mais ça arrête un peu juste avant ce moment-là. Fait que tu sais, t'as pas le temps de t'écœurer parce que tout bouge vite. Puis le jeu va vraiment en accélérant. Tu sais, au début, t'as l'impression que ça te prend tout pour faire une petite affaire, mais rapidement, là, tu te mets à faire des tours qui ont pas de bon sens, puis ça roule, puis tu gagnes des points puis des ressources, puis ça avance. Puis le Mais plateau, dans le fond, c'est comme un genre de contrôle de territoire ou c'est juste que tu l'explores pour aller chercher ressources ou... ben, c'est un peu, c'est plus, je dirais que c'est un peu, si tu l'explores, tu vas révéler des tuiles, ça va te donner des bonus, mais tu vas pouvoir prendre le contrôle de territoire, mais une fois que tu l'as pris, tu sais, personne ne peut te l'enlever. Fait que, tu sais, il y a pas de bataille ou tout ça, c'est plus une Un espèce, genre de course, hein? ouais, c'est ça, une espèce de course. La façon dont ça marche, c'est que pour pouvoir te construire, tu peux juste comme tout le temps aller jusqu'à une certaine distance de ce que tu as déjà construit. Puis vu que la carte est grande, tu sais, souvent tu vas t'éparpiller, puis tu te piles. Au début, tu te piles dessus un peu. À un moment donné, tu finis que les gens peuvent aller dans des directions différentes, puis qu'il y ait moins d'interaction. Nous autres, on s'est tenu pas un peu serré, fait que tu sais, des fois, on s'est piqué des trucs que les autres voulaient, mais en fonction de comment la game peut se passer, ça se peut que tu t'interagisses pas beaucoup avec les autres. Sur As-tu cette carte. intérêt à aller dans un coin de la map plutôt qu'un autre? En fait, aux extrémités de la carte, sur les quatre coins, tu vas avoir des grosses villes spéciales que si tu es capable de mettre un habitant dedans, ben tu vas faire des points en fin de partie. Fait que tu sais, en regardant comment le plateau est, en sachant c'est quoi ta carte objectif, tu peux comme te dire ah si je pouvais avancer jusqu'à telle ville, ça me donnerait vraiment beaucoup de points parce que ça fit avec mon engin. Puis ou ce que mes points de fin de partie vont me donner. Puis ça te permet comme de les multiplier un peu. T'as vraiment beaucoup d'avenues, t'as plusieurs façons de faire des points, puis t'as même si ça a l'air un peu compliqué, puis qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, ça se joue bien. Vraiment mieux que ce que j'aurais pensé, là. Parce que ton tour, tu fais 2 actions, puis tous les bonus qui vont s'en venir avec, puis après ça, ben, c'est à quelqu'un d'autre. Fait que ça roule assez bien. Puis là, avec l'extension, c'est ça, on avait des personnages spéciaux, on avait une piste de points supplémentaires. On avait aussi une option, tu sais, je parlais de la Switch. Dans le jeu de base, la Switch, elle te fait juste comme gagner une ressource supplémentaire. Là, dans l'extension, ben, tu peux aller chercher à la place des cartes qui peuvent devenir des points de fin de partie. C'est comme un autre truc qui peut faire que ton engin te rapporte plus de points si tu es capable de maximiser cette carte-là. C'est comme des cartes fait que c'est des points supplémentaires. Puis, T'avais pas l'impression que c'était trop avec l'extension pour une première partie? ça a pas été trop pire. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était complémentaire. Ça s'intégrait bien. J'ai pas trouvé ça trop lourd, là, c'est ça, parce que le jeu, il se prend quand même bien en main malgré toutes les mécaniques qui se passent, là. Tu sais, on a fait un tour, puis après ça, j'étais comme, OK, je comprends comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des points, puis comment faire pour aller chercher telle ou telle affaire. Fait que, tu sais, ça a roulé. Puis, tu sais, j'ai pas gagné, mais j'ai quand même... T'as compris pourquoi t'as perdu? Ouais, puis je veux dire, j'ai été quand même compétitif, là. Tu sais, c'est un jeu qui finit quand même avec des scores un peu élevés, là. Puis j'étais pas le dernier. C'était comme troisième, puis on avait on avait des écarts un peu similaires entre les quatre joueurs, là. Fait que, tu sais, ça s'est pas décidé à des énormes différences, là. Ok. Mais c'était cool. Puis il y a beaucoup de mécaniques intéressantes, puis de engine building partout dans le jeu, là. Puis le thème, tu sais, je veux dire, juste ton plateau, il évoque genre la machine que tu construis. Je trouvais ça cool. Ouais, il a Puis, l'air beau en tout cas. Je regarde les images sur BGG, puis ouais, il est beau, il y a une belle présence. L'iconographie aussi, ça va. Il y a quelques symboles qui sont peut-être un ah, peu moins intuitifs, là, mais pour la plupart, c'est assez clair, là. il a l'air de prendre la place aussi. Ah ouais, ouais, parce que ton plateau personnel, il est quand même assez gros, là. Puis la carte centrale est aussi très grosse. Fait que oui, il occupe de Ça la prend une place. bonne table. Ouais. Tu sais, là, nous autres, on avait, tu sais, là, comme une grosse table pliante, là. Mhm. Puis, tu sais, elle était pleine, là. Puis on avait la boîte de jeu sur une autre table. Mais ça prend de la place.
mais vu que t'as pas non plus à promener des trucs à gauche, à droite, tu sais, c'est pas trop mal, c'est pas trop pire. Tu rejouerais-tu? Ouais, ouais, non, puis je pense que tu l'aimerais aussi. Mais je le rejouerais clairement, puis j'ai bien aimé mon expérience. Good, je vais l'essayer si j'en ai la chance. Cool. Puis c'est ça, ben en même temps, tant qu'à faire, j'allais dire tout ça, on a pu l'essayer, ben j'ai pu l'essayer à l'Odyssée, magasin de jeux de société qui se retrouve à Belleuil. Ce sont nos commanditaires depuis un certain temps. Les gens là-bas sont super sympathiques. Richard il est super cool. Puis il y a toujours des jeux en nouveauté ou puis des jeux qui sont en rabais. Ouais, je vois dans les nouveautés qu'on a le jeu Bounty Hunters de Star Wars. Donc un petit dernier d'Asmodée là de ce que j'ai compris, c'est un jeu de cartes collection d'ensemble, mais avec une thématique où on est des chasseurs de primes, puis on va aller pogner les primes pour des personnages connus de Star Wars. Là, apparemment que c'est bien. D'ailleurs, l'Odyssée m'en a envoyé une copie, mais j'ai pas le temps de jouer encore. Mais ça s'en vient bientôt. Dans les choses qui sont à venir aussi, je pense ils vont recevoir Anunnaki en version française. Ils vont recevoir aussi Dune Imperium Insurrection, qui est en fait la version française de Dune Imperium Uprising. Très très bon jeu. Je le conseille. Puis si vous avez l'occasion de jouer à 6, c'est de la bombe. Et un autre jeu qui nous intéresse, puis qu'on a hâte de voir, c'est le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Oui, qu'on peut déjà prendre en précommande, je pense. Oui, sur le site de l'Odyssée. L'Odyssée aussi offre un système de récompense quand vous achetez chez eux. Puis si vous commandez, lorsque vous commandez pour plus de 150$, la livraison est gratuite. Puis sinon, si vous allez en magasin, on peut même louer les jeux pour les essayer avant. Puis après ça, on a le prix de la location en crédit si on veut l'acheter finalement. Exactement. Fait que vous avez le temps de l'essayer, puis vous perdez, vous payez le prix normal au final. Fait que rendez-vous sur le site de l'Odyssée, www.boutiqueodyssée.com. Donc maintenant on arrive au vif du sujet. Donc comme on disait plus tôt, ce ne sera pas un duel aujourd'hui, mais ça va plutôt être une grosse discussion à savoir si on avait à ériger le Mont Rushmore des designers de jeux de société, quels seraient les 4 auteurs qui y figureraient? Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Mont Rushmore, c'est comme une montagne full célèbre aux États-Unis où ils ont comme gravé la face de 4 présidents. Qui sont des pères fondateurs, mais aussi il y en a un plus moderne qui était moderne à l'époque où ce que le Mont Rushmore a été fait, si on veut. Donc pour moi c'est ça. J'arrive dans la discussion puis je me dis le leg que ces auteurs-là ont eu sur le hobby puis sur les autres auteurs qui ont suivi, c'est pour moi ça va être un critère important à savoir si les auteurs vont être inclus ou pas. Puis sinon mes autres critères, je pense que ça va être tu sais faut avoir fait des jeux populaires, c'est sûr. Des jeux qui ont eu de l'influence. Puis tu sais je pense que le nombre de jeux aussi que l'auteur a designé au fil des années, c'est quand même c'est une statistique importante puis notable. Fait que moi je pense que c'est ça que je vais regarder plus. Peut-être les prix que les auteurs ont gagnés ou s'ils ont des jeux qui ont été dans le top 100 ou dans le top 10 ou top 1 de BGG à un moment ou un autre, tu sais, c'est pas mal ces métriques-là, je pense que je vais me baser pour essayer de choisir les 4 les plus méritants. J'aime bien ta sélection de critères, mais moi, j'avais pensé aussi à inclure des gens qui vont avoir fait une grosse marque dans le milieu, que ce soit parce qu'ils ont créé un nouveau style ou qu'ils ont bouleversé certains créneaux, certaines habitudes dans le jeu de société. Fait que j'ajoute quelques auteurs là-dedans potentiels. Ça va être compliqué, je pense, comme discussion, parce qu'il faut en mettre juste 4.
Ouais, je pense qu'on a les deux, on a comme dressé une shortlist là de. En fait, on l'a fait à deux, là, on a ajouté des noms dessus. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est les prendre un par un, peut-être un peu au hasard, puis après ça, on présenter c'est qui cet auteur-là, c'est quoi ses jeux notables, puis à savoir si on le met dans le top 4 ou pas, puis après ça, ben on s'ostine pour savoir qui qu'il faut tasser quand il y aura plus de place là. Exact. Fait que tant qu'à commencer au hasard, comme ça, totalement non intéressé, je vais prendre un nom de ma shortlist que tu n'avais pas nommé. Fait que moi j'ai envie qu'on parle de Klaus Tauber, qui en fait est né en 1952 et décédé en avril de l'année passée. C'est un auteur allemand qui a fait Catan. Rien de moins que les colons de Catan, tu sais, le jeu que, à mon avis, c'est comme le jeu qui a fait que les jeux de société sont devenus un peu plus sérieux puis un peu plus stratégiques. C'est là où on a commencé à gérer plus que juste des dés puis des pions sur une carte. Là, c'était de construire une stratégie qui impliquait plus que risque ou Monopoly. Ouais. Je pense qu'il y en avait déjà des jeux comme ça avant lui, mais comme c'est définitivement celui-là qui a aidé à populariser le genre plus. Pourquoi qu'on appelle ça un euro, là? Ça vient de là. C'est les designs allemands de l'époque, là, que il y avait pas de confrontation, la thématique était plus ou moins importante. On se focusait plus sur les mécaniques, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde a déjà joué à une version de Catan à quelque part. Puis, tu sais, Catan, c'est encore un jeu qui a sa place dans les magasins. Tu sais, il en sort des extensions, des éditions différentes. Là, je veux dire, c'est un jeu qui est vieux, mais qui a vraiment laissé sa marque. Puis que, tu sais, quand tu veux introduire quelqu'un au jeu de société, tu te dis, Catan, c'est pas c'est pas perdu. Je veux dire, Ah. c'est facile à prendre en main. Tu C'est peux vrai on est beaucoup qui sont passés par là à l'époque, mais aujourd'hui, t'introduirais encore Catan à un nouveau? T'as encore le goût de jouer à Catan? Moi, je C'est pas, prendrais autre chose. là, c'est pas pareil. J'aurais pas dit, tu sais, que moi, j'ai nécessairement le goût de jouer à Catan. C'est sûr que maintenant, je trouve qu'il y a des jeux qui sont mieux faits puis tout ça, mais tu sais, c'est un jeu qui est pas trop compliqué, laisse, qui est plus permissif aussi, tu sais, justement, vu qu'il y a un peu de hasard, pour quelqu'un qui est pas, nécessairement super habitué à jouer à des jeux où tout doit être calculé puis que, tu sais, c'est celui qui planifie tout bien qui réussit à gagner. Tu sais, là, t'as un peu plus vu que t'as un peu plus de hasard, t'as un peu plus de permissivité, de pardon un peu. Fait que, tu sais, pour quelqu'un de complètement nouveau, je pense que Catan, ça reste encore un bon choix. Moi, je pense qu'il a été remplacé par d'autres qui font un peu la même affaire, mais mieux. Mais Mais ça, j'étais, je suis d'accord avec toi, par contre, sur l'aspect, tu sais, leg, puis importance, puis influence. C'est clair que, tu sais, Catan, c'est un incontournable, là. Tu sais, si on faisait un temple de la renommée du jeu de société, tu sais, il serait dedans, là. Pas de, pas de question, là. Mais est-ce que le fait d'avoir fait ce jeu-là seulement, ça vaut à lui seul le Mont Rushmore? Je sais qu'il a fait d'autres jeux aussi, mais tu sais, moi j'en ai joué peut-être un, deux autres. Puis j'ai pas trippé non plus, là. Fait que, ouais, mais c'est comme je dis, c'est que ça a été le début de beaucoup de choses, puis c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui doivent des trucs à Catan. C'est pour ça que je me dis, il pourrait avoir sa place. Il a fait ma shortlist. Il fera peut-être pas la liste finale, mais je pense que c'est important d'en parler. ben, mettons là, tu le mettrais-tu sur la montagne ou pas? Ben là présentement, il n'y a pas de face, oui, je le mets. Ouais, ok. Tu sais, c'est ça, là. On va, On va le construire et on va le déconstruire, là. De toute façon, les sculpteurs, ils vont juste être contents. Ça leur fait de la job de plus si on leur fait défaire des faces pis tout ça. ok, c'est bon. Si on y va avec ces paramètres-là, on va le mettre. Peut-être qu'il va être bumpé, mais là, il y a sa face. Ok, bon, ben, parlant d'auteurs allemands qui vont peut-être se faire bumper, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de Reiner Knizia, qui
qui est aussi, comme je l'ai dit, un auteur allemand, mais qui fait ça depuis super longtemps, là. Il a gagné un paquet de prix, là. Son plus, dans sa liste de jeux notables, son plus vieux date de 1992. Puis je pense que je peux dire sans me tromper que c'est l'auteur d'un jeu le plus prolifique de l'histoire, là. Sur BGG, il y a au-dessus de 700 entrées, qui sont ses jeux. Les mauvaises langues comme moi vont peut-être dire qu'il y a à peu près 12 jeux, c'est juste qu'il fait des réimplémentations à toutes les années des 3-4 mêmes jeux, puis ils font juste coller un autre thème dessus, changer une ou deux autres mécaniques, puis merci, bonsoir, on a un nouveau jeu, là. C'est quand même une mauvaise langue, ça. Ça serait une très mauvaise langue. Non, mais pour vrai, tu sais, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont des dérivés de d'autres, puis tu sais, il y a des jeux qui se ressemblent, mais tu sais, ça reste que il est considéré comme un maître des jeux d'enchères, des jeux de placement de tuiles, là, tu sais, c'est lui qui a fait Ra, c'est lui qui a fait Medici, Tigre et Euphrate, Yellow Yachty, mais tu sais, il a fait d'autres choses aussi, là. C'est lui qui a fait My City, par exemple, qui est un de ces jeux que j'ai le plus aimé, là, je dirais que, tu sais, c'est My City pis Ra, c'est deux que j'ai préférés. Les autres que j'ai essayés, tu sais, je trouve que souvent ces jeux sont solides, sont bien faits, tu sais, y a pas de faille dans le jeu, mais comme c'est fade, y a pas d'âme, tu sais, c'est pas, j'ai pas de fun à jouer. Ouch, c'est rough. Ben, c'est parce que je dis ça parce que il est comme très bien coté sur beaucoup de podcasts que j'écoute, là. C'est comme l'auteur préféré de ben des influenceurs que je suis, puis je suis comme, non, je vois pas pourquoi, tu sais. Puis tu sais, j'ai pas essayé tous ces jeux, là, évidemment, là, parce qu'il y en a ben trop, là, mais comme tous ceux que j'ai essayé, on dirait que ça me laisse tout le temps la même comme, tu sais, c'est bien fait, mais c'est pas le fun. Tu sais, j'ai pas l'excitation, là, que j'ai quand je joue à d'autres jeux, là. Ouais. Ben, je trouve ton jugement assez sévère, mais c'est vrai que c'est pas, j'ai pas de jeux de Reiner Knizia qui sont mes préférés dans ma collection, là. Tu sais, comme tu dis, je pense que celui que j'ai joué le plus, c'est Lost Cities. Les cités perdues. Je pense que c'est celui que j'ai joué le plus, puis tu sais, c'est souvent j'aimais mieux jouer à Namikoji qu'à Lost Cities finalement. C'est ça, tu sais, il est bon, mais à un moment donné, c'est comme tout le temps la même affaire, je trouve. Mais je l'ai joué quand même souvent avant de m'en rendre compte, tu sais. Fait que ça paraît pas trop au début. Mais c'est ça. Mais je pense que juste pour le volume, puis comme le, tu sais, je disais tantôt, là, les jeux qui ont été numéro 1 sur BGG, tu sais, et Euphrate l'a été. Je pense qu'en ce moment, il y a plus de jeux dans le top 100, mais il y en a longtemps eu, tu sais, puis il y en a qui sont comme borderline, là. Je pense qu'avec la nouvelle édition de Ra, peut-être ça va remonter, là, mais en tout cas. Bref, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux qui sont considérés comme très bons par beaucoup de critiques, là. Je pense que je suis dans la minorité, là, de ceux qui l'aiment pas tant que ça, là, mais fait que c'est pour ça que moi je l'ai mis sur la liste. Je pense qu'on a comme pas le choix d'en parler pour le juste pour le fait que c'est lui qui en a fait le plus. Tu sais, c'est notable. Mais je pense qu'il faut être jugé autant sur les meilleurs que sur les pires. Puis tu sais, comme tu sais, j'ai l'impression que pour chaque bon jeu qu'il fait, il y en a à peu près 7-8 de vraiment non, pas de vraiment mauvais, là. 7-8 ordinaires, puis un ou deux vraiment mauvais. Parce que j'en ai joué des Reiner Knizia que je suis comme non, je veux plus jamais rejouer à ça, je retouche plus à ça, c'est poche. On poursuit avec ce que je dirais un créateur qui a fait du volume. J'ai envie d'aller avec Martin Wallace. Un autre Martin. Un autre Martin. Ben oui, on parlait des Martins dans les jeux de société. Martin Wallace en est un gros. Qui a fait lui aussi une quantité assez importante de jeux. Puis en fait, il y a un de ces jeux un peu méconnus que j'ai retrouvé à un moment donné, puis que quand j'avais joué à ça, je connaissais pas les auteurs de jeux. Puis quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait ce jeu-là, que j'avais joué il y a longtemps, j'étais comme ouais, c'est lui qui a fait ça. C'était le Disque Monde Ankh-Morpork.
C'était un jeu que j'avais joué, c'était avec notre ami, un de nos amis qui s'appelait Martin, justement, qui m'avait montré ce jeu-là. Puis j'ai trouvé ça super cool. Puis l'univers qui avait été repris était vraiment cool. C'est inspiré des romans de Terry Pratchett. Puis c'est ça, puis c'est lui qui avait fait ça. Puis moi j'avais trouvé ça super bon. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Là. Je sais pas si j'aimerais ça toujours aujourd'hui. Mais tu sais, il a fait Martin Wallace a fait des jeux de train. Il a fait Brass, le top number one of all time sur Board Game Geek. Il a fait A Study in Emerald qui va être réimplémenté prochainement par Simon sous le nom de Cthulhu Dark Providence. Il a fait Age of Steam, qui est un lifestyle game qui t'aimait de beaucoup, que j'ai rejoué il y a pas longtemps. Puis je suis toujours aussi pas bon à ce jeu-là. Mais je l'aime pareil. Il en a fait pas mal, comme tu dis. Puis tu sais, ils ont tous un style particulier. Tu sais, il y a tout le temps une petite twist qui fait que ça sort de l'ordinaire, mais ça fait style Martin Wallace, tu sais. Je sais pas comment le décrire, hein. C'est un je ne sais quoi qui fait que, ah ouais, non, c'est un jeu de lui, puis tu sais, tu reconnais sa plume dans beaucoup de ses designs, je trouve. Ben ouais, je suis 100% d'accord. Moi, je pense que c'est le premier que, tu sais, moi, je vais me battre pour qu'il reste là jusqu'à la fin, là. Oh, t'as ton petit poulain. Je vais enchaîner avec un autre Allemand, puis un autre plus côté père fondateur, je pense. C'est l'auteur Wolfgang Kramer, qui a fait entre autres El Grande avec Richard Ulrich, puis il a fait aussi beaucoup de collaborations avec Michael Kiesling. Ceux qui ont fait la fameuse trilogie du masque, là, c'était Tikal, Java, puis Mexica, je crois. C'est un peu mêlant là, parce qu'il y a comme un quatrième jeu que des fois le monde ils disent qu'il ferait. C'est comme le secret, le quatrième membre secret de la trilogie. C'est comme les trois mousquetaires, là, dans le fond, ils sont quatre. Là. Fait que ça, ils ont fait plein de jeux ensemble. Puis plus récemment, Renature, que j'avais bien aimé aussi. Ben, je dis récemment, là, ça fait quand même une couple d'années déjà, là, mais c'est un jeu qu'on avait déjà parlé, là, avec comme des dominos, avec des animaux dessus, puis que tu fais un genre de jeu de majorité avec ça, là, en plaçant tes dominos, puis en plantant des plantes là, pour renaturer un paysage. Là. Fait qu'ils ont fait beaucoup de jeux abstraits, beaucoup de jeux avec des twists sur le scoring, tu sais, de l'optimisation d'action, mais aussi du contrôle pas du contrôle de territoire, mais du area majority, là, La majorité. des jeux de majorité. Tout le temps des twists intéressants. C'est eux qui ont fait, je crois, les Palace of Carrera aussi, qui est comme un jeu où ce que ou c'est un jeu de majorité où ce que tu essaies de scorer, tu accumules des ressources pour les faire scorer, mais là, si quelqu'un d'autre vient les scorer avant toi, ben, tu perds ton opportunité, là. Fait que, plus t'attends, plus que ça vaut de points, mais plus que t'as de chances que les autres viennent te voler ça. Fait que, c'est beaucoup l'interaction entre les joueurs qui fait le jeu plus que les règles. Je pense que c'est ça ultimement comme sa signature dans ces jeux, c'est que c'est des règles simples, mais qui vont amener une belle complexité puis une belle profondeur stratégique. Puis c'est ça, il fait ça depuis longtemps. Tu sais, El Grande, c'est un jeu de 1995 qui a été longtemps numéro 1 sur BGG. Je pense qu'il a gagné 3 fois le prix ces jeux ont gagné 3 fois le prix du Spiel des Jahres. C'est comme le prix le plus prestigieux dans le hobby, là, l'espèce de prix allemand décerné à toutes les années là, pour le jeu de l'année, dans le fond. Là. Fait que lui, il a gagné 3 fois, tu sais, quand même. C'est pas rien. C'est notable. C'est ça. Fait que moi, je pense que juste pour ça, puis pour El Grande, mais aussi l'ensemble de l'œuvre, je le mettrais dans la conversation du mois. C'est sûr, par contre, que il a fait beaucoup de collaborations. Fait que là, dans ce temps-là, c'est comme un peu compliqué de savoir, tu sais, comme à quel point qu'est-ce c'est qui lui qui vient a de lui. apporté. C'est ça, tu sais, oui, il a amené des choses, mais tu sais, quelle partie?
Mais, en tout cas, il a fait des jeux tout seul aussi, puis il a collaboré avec plusieurs personnes, puis il y a d'autres auteurs que je vais proposer, puis je pense que toi, t'as mis sur la liste aussi qui en ont fait vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point il faut retenir ça contre eux, ou pas, tu sais, c'est dur à dire des fois, là. Ouais, tu sais, c'est pas comme un article scientifique où tu es capable de dire ah, le premier, c'est lui qui a fait plus de job, puis le dernier, c'était l'investigateur principal. Non, non, là, c'est comme un peu égal, là. C'est ça. Fait que là, on est à 4. Ouais. Fait que c'est là que les discussions ont commencé pour vrai, là. C'est là où il va falloir dire bon ben là, il y a pas assez de place sur cette montagne-là pour toi, mon gars. Fait que va falloir que tu descendes. Donc, j'ai envie qu'on parle d'un auteur que j'aime beaucoup. De un, parce que je pense en fait qu'on aime pas mal tous les deux Star Wars, puis de deux, je pense qu'on aime tous les deux aussi lancer des quantités de dés impressionnantes. J'ai envie de parler de Corey Konitzka, le, le dieu du Ameritrash. Ouais, Fait que, c'est vrai que à date, c'est tous les auteurs qu'on a parlé, c'est plus des jeux euro, ou en tout cas, tu sais, c'est... En fait, oui, non, c'est pas mal tous des jeux euro. Lui, il est dans un style complètement différent, où la thématique, c'est ça qui... Plus que les mécaniques, en tout cas, qui vient te hooker au jeu, là. c'est ça que le style, l'immersion est présente, tu sais, des fois c'est plus une expérience que, tu sais, de la stratégie, parce que t'as tout le temps un peu de stratégie, mais des fois c'est comme juste l'ambiance autour de la table qui crée l'effervescence, puis qui fait que l'expérience est bonne. Et ça, c'est vrai pour la Mary Trash en général, mais je pense que Konichka, ce qui fait qu'il est vraiment bon, c'est que ces jeux, oui, sont thématiques, mais mécaniquement, sont très solides aussi, là. Ouais. Puis juste en parlant de ça, je pense qu'il y a pas grand-chose qui représente plus ça que Star Wars Rebellion, qui est juste écœurant. Où tu as des décisions tout le temps difficiles à prendre, tu as beaucoup de gestion. Oui, tu as des dés, tu vas embrasser, mais ta stratégie est super importante. Puis tu as le thème de Star Wars accroché à ça. Je veux dire, c'est malade. Puis c'est ça, il a fait plein de jeux de Star Wars. Il a participé à Star Wars Destiny, le jeu de cartes, X-Wing, Imperial Assault aussi, il a son nom sur plusieurs des boîtes. Ouais, il a Il a, vraiment été la figure emblématique de Fantasy Flight Games pendant des années, là. C'est lui qui a fait Battlestar Galactica aussi. Il a travaillé sur StarCraft de Starcraft StarCraft The de Board Board Game, Game. que t'as parlé il y a pas très longtemps, puis qu'il faut que j'essaye. Il a travaillé aussi sur Twilight Imperium 3e et 4e édition, si je me trompe pas. Donc, il est vraiment bon pour adapter, j'ai l'impression. C'est comme, soit qu'il adapte une propriété intellectuelle puis qu'il en fait un bon jeu, ou soit qu'il prend un vieux jeu puis qu'il va le moderniser un peu plus, le remettre au goût du jour. Puis tu sais, je connais pas grand monde qui joue encore à Twilight Imperium première ou deuxième édition, là. Ouais, tout le Fait monde qu'il doit parle faire de la une carte. job pas pire, là. C'est ça. Il a aussi plongé un petit peu dans l'univers de Cthulhu. C'est venu me chercher un peu aussi. Euh, Là, ici, vraiment, il a fait la première édition, dans le fond, de Mansions of Madness. Puis, il a été impliqué aussi dans Eldritch Horror, qui est comme un spin-off de Arkham Horror, que j'ai pas essayé, ni l'un ni l'autre. Mais, tu sais, c'est quand même des jeux qui ont fait parler, puis qui ont eu des bons succès quand ils sont sortis. Ouais, fait Fait que je que, pense que pour l'aspect, tu sais, le jeu de société, c'est pas juste du euro, là, il y a du Ameritrash aussi. Fait que je pense qu'il faut qu'il y en ait un Ameritrash sur le Mont Rushmore, puis tu sais, je vois pas d'autre que lui qui pourrait prendre cette place-là, là. Fait que faut en tasser un. on tasse Kenetia. Ben moi, ça serait lui ou Turbert, là. On va tasser Kenetia. Fait que là, on est à Klaus Tauber, Martin Wallace, Wolfgang Kramer et Corey Kenetia. Moi, je vais Euh, lui, il va être dur à tasser parce qu'il y a beaucoup des jeux que j'aime. Ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeux que j'aime. un qui va peut-être réussir à le tasser, je vais aller avec Uwe Rosenberg, un autre auteur allemand qui fait bien des euros.
qui roule sa bosse depuis pas mal longtemps lui aussi. Là. Son jeu notable le plus vieux date de 1997, qui était Bonanza, qu'on a déjà parlé sur le podcast puis que j'avais pas tant aimé, mais bon. C'est loin d'être son meilleur hit selon moi. Là. Il a fait beaucoup de jeux pastoral, là, tu sais, comme des fermes en Allemagne. On dirait que c'est comme son thème préféré. Là. C'est lui qui a fait Agricola, il a fait Caverna, Le Havre, Ora Elabora, Fields of Arle, A Feast for Odin, Newsford, Rake Holt. Donc, tu sais, il y a beaucoup de jeux où ce qu'on fait pousser des affaires, puis qu'on veut nourrir nos meeples, puis accumuler des ressources, puis faire des points. Peut-être qu'il voulait être fermier puis qu'il a jamais eu l'occasion, fait qu'il s'est dit, je vais être fermier dans mes jeux à la place. Ouais, mais il a aussi fait des affaires un peu plus flyées, là, comme Caverna, qui est comme... Ben oui, il y a du fermage, là, mais on est comme des nains dans un univers un peu fantastique. C'est lui qui a fait Patchwork, qui est un de ses jeux préférés. Là. Fait qu'il y a des jeux de placement de tuiles aussi, ça. Il revient souvent, là, tu sais. Il y a Nova Luna, il y a Patchwork, justement. Fait que le Polyomino, tu sais, c'est un fan de Tetris en même temps. C'est ça. Fait que tu mets tout ça ensemble, ça fait pour moi, son magnum opus. C'est vraiment A Feast for Odin. Là. Donc, on a le côté ferme, puis le côté polyomino, puis c'est un jeu comme vraiment bac à sable où ce que tu peux faire plein de stratégies différentes, puis tu vas avoir du fun, puis tu vas performer, puis c'est le fun, puis là, je dis beaucoup trop le mot fun, c'est... Ouais, pour des jeux qui sont quand même aussi un peu beige, puis... C'est sûr qu'il y a un style un peu, c'est ça, tranquille, là. C'est pas le plus thématique, là, pis c'est pas le plus excitant, mais comme mécaniquement, c'est super solide. Puis, tu sais, il y en a fait beaucoup. Puis, tu sais, Agricola, ça a été un des premiers... c'était pas le premier placement d'ouvriers, mais c'est certainement le premier qui a été vraiment populaire puis qui a été copié à maintes et maintes reprises. Tu sais, c'est pas pour rien que maintenant, tous les joueurs un peu euros, il y a du placement d'ouvriers dedans ou presque. Là. C'est comme lui qui a parti ce mode-là. Là. Avant ça, il y avait beaucoup d'enchères. Puis là, après ça, c'était beaucoup de placements d'ouvriers. Puis, tu sais, c'est... il est aussi très fan tu sais, des gros decks de cartes. Tu sais, il y en a dans Agricola, il y en a dans Feast for Odin. Tu sais, des espèces de petites cartes qui vont te donner pas un pouvoir, là, mais un petit bonus quand tu fais certaines actions ou tu sais, des ressources supplémentaires quand tu emploies une certaine stratégie puis qui vont un peu comme diriger ta game. Là. Fait que, tu sais, on reconnaît ça dans beaucoup de ces designs. C'est toujours tu sais, des gros puzzles d'optimisation, mais c'est pas trop lourd de règles la plupart du temps. C'est sûr qu'il faut pas que tu regardes trop fort le plateau de Feast for Odin parce que tes yeux vont saigner un peu, mais... Mais tu sais, il a fait des plus légers aussi. Là. Tu sais, New York Zoo, Patchwork, là, c'est pas compliqué. Là. Applejack plus récemment, tu sais, c'est... Fait que ouais, je pense qu'il mérite d'être dans la discussion. Puis, tu sais, on parlait tantôt, Agricola, il était numéro 1 sur BGG pendant un bout aussi. Fait que, Bonanza, moi, je l'ai pas aimé, mais ça reste c'est ça, on est presque 30 ans plus tard, puis on en parle encore, puis, tu sais, il y a bien des reviewers qui l'aiment beaucoup aussi, tu sais, c'est... Pour qu'un jeu soit encore relevant après 30 ans, je pense que c'est quand même un exploit aussi, là. Qui a pas juste fait ça, tu sais. Fait que là, est-ce qu'il bombe quelqu'un? Ben moi je pense que je le mettrais devant Turbird juste parce que il y a tu sais il y a beaucoup de jeux, il y a plus de jeux qui ont été Marquant. marquants, c'est ça. C'est sûr que Tauber, c'est Catan. C'est ça. Puis Puis je là, pense on pas en a... que pour Catan tout seul, tu sais je suis d'accord avec toi qu'il méritait d'être dans la conversation, puis tu sais c'est le fun qu'on en ait parlé, mais je pense qu'il c'est pas assez pour comme faire la cote là. OK. Il a été surpassé à un moment. C'est ça. Non, ça me va. Je suis d'accord avec ça. Fait que là on a Wallace. Wallace, Kramer, Konitzka, puis Rosenberg. Fait que je voulais retourner un peu plus aussi en Amérique. Parce que là, on a beaucoup d'Europe, mais on revient en Amérique.
Puis on revient encore au chuggage de dés. Fait que je vais parler de quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux de contrôle de territoire, en fait, qui a fait une trilogie de ces jeux-là. Ben maintenant, c'est plus qu'une trilogie, là. Je pense qu'il y en a eu d'autres, là, mais on parle souvent de la trilogie de Eric Lang, qui était Blood Rage, Rising Sun et Hank. Trois trilogies, trois jeux de panthéon mythologique, de dieux, de grosses créatures et de grosses mini et de dés. Il a travaillé sur beaucoup de jeux. Il n'y a pas de dé dans Hank. Dans Rising Sun non plus, en fait. Ben, ouais, hein. Puis, il y en a... dans Blood Rage non plus, il n'y a pas de dé. Il n'y a pas de dé pantoute, hein. Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, ouais, c'est vrai. Il y a américain, je pensais à Ameritrash, mais ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de dé là-dedans. Non, c'est ça, ces trois jeux-là, je trouve que c'est des beaux hybrides, là. T'as des, tu sais, la thématique est importante, la présentation pis tout ça. Ça, c'est plus le côté Ameritrash, mais la résolution de conflits, ça se fait de manière très euro, là. Tu sais, Rising Sun, c'est des enchères, Hank, ça va être de la gestion de ta main de Tes cartes. armées pis tes cartes. Puis, tu sais, Blood Rage, ben là, c'est du draft, tu sais. Puis d'autres choses, là, mais comme... Il y a tout le temps un côté euro. En tout cas, dans ces trois jeux-là. Ouais, parce que si on parle d'autres affaires comme Cthulhu Death May Die, qui est un de ces jeux que j'aime beaucoup, où là, on va vraiment chugger des dés à pu finir. Où là, on est dans un truc un peu plus léger, puis mais le fun autour de la table, justement, parce qu'on a de l'ambiance puis tout ça. On a XCOM aussi, qui est un de nos jeux en temps réel qu'on tous les deux beaucoup aimé. Ouais, c'est lui qui a fait Marvel United. Il y en a un puis un autre, là. On parlait que Konichiwa, ça a été la phase de Fantasy Flight Games. Ben, Eric Lang, c'est un peu la même chose avec Simon, là. Il fut un temps où à peu près tous les projets de Simon avaient le nom d'Eric Lang attaché dessus, là, de près ou de loin, là. Maintenant, il est à son compte, puis il continue à faire des bons jeux aussi. Puis je suis toujours intéressé à essayer ces jeux, mais je l'ai dit tantôt, là, pour moi, c'est le Mont Rushmore du Ameritrash, le spot il est réservé à Konichiwa, fait que tu sais, je suis pas sûr que j'en ferais deux dessus, fait que est-ce que tu penses que Lang peut tasser Konichiwa? Non, ça serait difficile. Mais je trouvais que il fallait un peu plus d'Amérique dans notre discussion. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand même un auteur qui a été très prolifique, là, tu sais, surtout dans les dernières années, là, comme tu disais, il était tout le temps là chez Simon, puis il y a encore beaucoup de choses qui sortent. Puis c'est quand même un auteur qui a fait des jeux qui ont été marquants. Là. Tu sais, c'est ça, sa trilogie, tout le monde en a parlé longtemps. Ok, ils sont pas tous égaux, on va dire. Mais ça a fait des jeux intéressants, intriguants, puis qui valent la peine d'être essayés. Et as-tu fait de quoi plus récemment, mettons? Après tout ce qu'il y avait de Marvel United, il a travaillé sur Cyberpunk 2077, Gangs of Night City, qui est un contrôle de territoire, mais dans l'univers de Cyberpunk 2077. C'était encore avec Simon. Il y a un jeu, c'est Mass Effect. Pas des jeux qui ont pogné ben, ça, je pense. Cyberpunk, je pense pas. En tout cas, moi, je l'avais laissé passer, là. J'étais comme, tu sais, quand tu sais, l'univers Cyberpunk, c'est jeu de rôle, là. Puis là, ça faisait contour de territoire. Moi, je trouvais que ça fitait pas tant. Fait que moi, j'avais passé à côté, mais bon, on verra. Sinon, le 2024, ici, j'ai annoncé Mass Effect de Board Game, mais c'est probablement un Kickstarter. Je vais aller voir. Ah, y a rien. La page a été créée à peu près, puis c'est tout. Fait que c'est pas tout de suite, mettons. Ouais, fait que c'est plus tranquille dernièrement. Ouais, mais je pense que c'est Marvel United qui a été grosse source d'occupation. Il y a Son of Ice and Fire Tabletop Miniature, dans lequel il a été impliqué aussi. Ouais, mais ça, c'est 2018, là. Ben, il y a encore des extensions qui sortent avec son nom dessus, là. Bon, est-ce qu'il est impliqué dans ces extensions-là? À quel point? Je ne saurais dire.
Et sinon, il y avait Trudvan Legends, que je ne connais pas. Je pense qu'il a été livré genre l'an passé, celui-là, mais il était comme 4 ans en retard, là. Ça se peut. Ou 3. En tout cas, ça faisait longtemps qu'il était attendu, là. OK. Mais ouais, sinon, les dernières années, c'est Marvel United. Pas mal gros. Puis encore là, je sais pas, c'est lui qui a travaillé sur Le le core, mais core après ça, original, mais après ça, les extensions, peut-être qu'il était encore dessus, je sais pas, là. ben, il y a son nom sur plusieurs, mais tu sais, à quel point est-ce qu'il est vraiment impliqué, tu sais, parce que peut-être que Mais on il le sait garde pas, son c'est nom, ça c'est ça. l'affaire. On peut pas, euh, on peut pas être sûr. Non, il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Mais bref, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de jeux, puis une belle diversité, mais c'est ça. Moi, je trouve tu sais, il y en a aucun qui a été comme tu sais, un méga hit là, qui a fait le top 10 de BGG, là, à ma Non. connaissance. Ben, Peut-être à l'époque, là, mais en tout cas, pas de numéro un. En ce moment, dans le top 100, je pense pas qu'il y a beaucoup de jeux qui sont là. Peut-être Blood Rage? dans le top 100, présentement, il y a Blood Rage puis il y a Death May Die, OK. qui sont 49 et 58 respectivement. Puis Mais il y en a après quand ça, même deux, ouais. ouais, puis après ça tombe à Rising Sun, 130. Fait que ouais, on commence à redescendre Fait que tu dans sais, les c'est, classes. c'est, c'est moins que les autres, je pense. Tu sais, Rosenberg, il y en a 5-6, je crois, de mémoire. On a Feast for Odin, Caverna, Agricola, Le Havre, Field of Arle, qui sont toutes dans le top 100. Après ça, on tombe sur Patchwork qui est 121. Mais c'est ça, il y en a quand même plusieurs. Puis il y a 2 éditions d'Agricola dans le top 100. Tu sais. C'est quand même pas pire, tu sais, quand t'es capable de le remettre 2 fois de suite Ouais. dedans. Fait que ouais, je pense que Eric Lang, excellent designer, mais il fait pas mon top 4 pour la montagne. Ouais. Non, j'accepte ses arguments. Tant que tu gardes Corey, moi ça me va. Là, je pense que je vais retourner en Europe, mais on va lâcher l'Allemagne pour aller plutôt en France avec un de mes auteurs préférés qui est Bruno Catala, qui fait ça depuis presque 20 ans maintenant. Il a fait beaucoup, beaucoup de jeux, là. Je pense que c'est plus connu, c'est Five Tribes, Seven Wonders Duel, King Domino. Mais il en a fait beaucoup, beaucoup d'autres. Les Chevaliers de la Table Ronde, Mr. Jack, Splendor, Kanegawa, Splendor Yamatai, Duel. Splendor Duel, c'est vrai. Je sais que King Domino, il y a eu comme 3-4 variantes. Fait que tu sais, côté volume, il y en a quand même pas mal. Puis, tu sais, on en a parlé, on a fait un duel d'auteurs l'année dernière, puis ça avait été mon choix. Puis, tu sais, c'est dur de définir c'est quoi un jeu de Bruno Catala. On dirait qu'il est comme... Tu sais, des fois, tu reconnais le style ou tu reconnais une mécanique qui revient souvent. On dirait que lui, c'est comme un peu all over the place. C'est vrai que lui aussi, il a fait beaucoup de collaborations avec d'autres auteurs, mais tu sais, il y a quand même pas mal de jeux que c'est juste lui, là, tu sais, comme je pense à King Domino, par exemple, ou Five Tribes. Tu sais, c'était juste lui, puis autant il est capable de faire des gros hits tout seul, autant, tu sais, comme Seven Wonders Duel, justement, c'est une collabo avec Antoine Boza, tu sais, Ludovic Maublanc qui a fait avec lui Cyclade, qui est un de mes jeux préférés. Probablement mon préféré de Catala, puis qui va avoir une nouvelle édition qui sort bientôt. Fait que tu sais, je trouve ça cool qu'il est capable de faire des jeux tout seul, il est capable de faire des collabos. Puis c'est ça, il y a pas de style particulier, mais on dirait qu'il y a comme jamais. Tu sais, il y a pas des jeux trop lourds, mais comme c'est tout le temps dans le léger ou dans le médium, mais t'as quand même une belle profondeur, une belle complexité. Tu sais, King Domino, c'est super simple, tu peux montrer ça à n'importe qui, mais tu pourrais jouer longtemps puis comme vraiment devenir bon à ce jeu-là, puis avec presque pas de règles, là, tu sais. Ouais, non, clairement. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est un auteur qui touche un peu à tout. Je pense que t'as moyen de trouver à quelque part un jeu de Bruno Catala qui va fitter avec quelqu'un. Fait que c'est à peu près sûr que tu vas en trouver un parce que justement, il touche à des styles différents.
Il y a des niveaux de complexité différents. Il y a un large éventail de choix. Là. Tu pourrais te faire une collection de jeux de Bruno Catala qui serait, je dirais pas complète, mais qui serait pas mal intéressante et variée. Pas vraiment. Mais là, est-ce que c'est assez pour entasser un des quatre qu'on a là? Moi, je trouve ça difficile. Moi, j'aurais le goût de le mettre en haut de Kramer. Mais encore là, tu sais, je serais à l'aise d'aller d'un côté ou de l'autre, là. T'sais, je pense que si on faisait un top 5, je mettrais peut-être ces 5-là. Mais là, faut en choisir juste 4. Puis même chose avec Rosenberg, tu sais, je pense que... Tu sais, pour moi, tu sais, Wallace, Konieczka, je pense qu'ils vont être durs à tasser, mais les deux autres, entre ces deux-là puis Catala, tu sais, on pourrait prendre n'importe quel deux puis je serais pas gêné, là. Ouais. Non, moi aussi, j'ai un peu plus de difficulté à faire un choix là-dessus. On peut le laisser comme sur le bord, là. Tu sais, il attend à côté, là. Peut-être que ça va bouger. Non, faut faire un choix. On en a juste 4, les sculpteurs sont prêts, là. Qui qu'on détruit? OK. Bon, ben, je tasserais peut-être Kramer, moi aussi. Mais ça, c'est un peu plus je trouve On, que c'est on a un biais l'accessibilité. ouais, puis on a un biais de récence aussi, parce que, tu sais, Kramer, c'est grosses années, tu sais, c'était dans les années 90, début des années 2000. Moi, j'étais pas encore ben dans le hobby à cette époque-là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ces jeux-là que j'ai même pas joué, que, tu sais, j'ai entendu parler, mais que tu sais, j'ai pas fait partie de la vague de hype à ce moment-là, là. Exact, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça a une influence. Là, après ça, faut se dire, est-ce que justement, ça en fait que c'est plus un membre fondateur, vu que ça fait plus longtemps, tu sais, qu'il était là. Tu sais, il a fait les traces pour que les autres puissent passer après lui. Mhm. Il a fait El Grande. Non, C'est quel, sûr. quel, quel argument. Mais tu sais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, dans les jeux de Kramer, tu sais, il y a moins de jeux dans la liste de Wolfgang Kramer que je suis comme, ah cool, c'est nice, que dans la liste de Bruno Catala. Ouais, mais, tu sais quoi, Mais mettons, ouais, il y a Seven Wonders Duel qui est pas mal haut dans le top 100, puis qui a même dû faire le top 10, là, quand il est sorti, là. ouais, si on y va comme ça, tu sais, El Grande, je trouve ça un peu triste, là. Il est juste classé 89. Il devrait être pas mal plus haut que ça, à mon avis. Ben, il va Mais, peut-être remonter, là, avec la nouvelle édition. ouais. Ouais, c'est vrai que ça se peut. Puis il a déjà été numéro 1. Tu sais, Catala, il a jamais eu un jeu numéro 1 non plus, là. Fait que je sais pas. Honnêtement, là, je t'entends parler, puis tu t'as dit El Grande, puis j'ai le goût de garder Ouais, Kramer, ouais. finalement. Bon. On Fait va qu'on le tasse sur garder. Rosenberg, d'abord? Ou on tasse Catala? Ah, je pense que c'est comme la décision déchirante qu'on a à prendre, là. Ouais, non, j'ai de la misère à tasser Rosenberg à cause ça raconte, mais c'est à cause de Agricola, Mhm. tu sais, qui a été longtemps euh, top 1, tu sais, puis c'est des jeux qui a plein de jeux qui empruntent des mécaniques de ces jeux-là, de ces vieux jeux. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que vu que cet aspect-là fondateur, tu sais, il est important, j'ai envie. Je pense que c'est Bruno Catala qui va être de côté là. Il fera partie des 7 merveilles du monde moderne du jeu là plus tard là. Mais là on est dans les pères fondateurs. Je pense qu'on va devoir tasser Bruno Catala. Bon, qui d'autre qu'on a sur la liste? Puis qui fera pas la montagne de toutes les Ben, c'est ça en plus, places. parce que là, moi, je regardais mes autres noms, puis je me dis, ouais, tu sais, on va avoir pas mal les mêmes arguments pour pas les mettre, tu sais. Moi, Ouais. tu sais, un Ben, je pense, autre, on peut peut-être y aller en rafale, parce que je pense que l'épisode s'en vient long, déjà. Fait que, ouais, ben, rapidement, tu sais, moi, je vais en parler d'un. Je voulais parler, justement, t'as parlé de celui que t'avais défendu en duel, ben, moi, je vais parler de celui que j'avais défendu en duel, qui est David Turtsey, mais tu sais, lui, c'est quand même je l'avais un peu exclu, tu sais, il était sur tu sais, quand on avait créé une liste, puis là, je rajoutais des noms, puis là, je me disais, ah, Turtsey, tu sais, parce il a mis le joueur solo sur la carte, tu sais, il a soulevé un point, il a montré que, tu sais, les gens, ils jouent
ensemble, mais des fois, tu joues pas tout le temps avec des gens. Tu sais, des fois, tu as le goût de jouer un jeu tout seul. Puis Third Say offre cette possibilité-là dans ses jeux. Il a aussi mis beaucoup l'emphase sur, tu sais, comme l'intellectuel, tu sais, les jeux de très haut niveau de complexité où tout s'enchaîne puis qu'il y a beaucoup de planification à faire. Puis tu sais, il y a beaucoup de ces jeux que je pense qui font du bruit puis qui vont laisser des marques. Je pense à Anachronie. Je suis pas mal sûr que Voidfall, on va en reparler longtemps aussi. Même s'il est il est un peu difficile à sortir, c'est un jeu qui a un style à lui puis qui est vraiment hot. Imperium, tu sais, c'est un jeu deck building, tu sais, qui est vraiment cool, modulaire. Tu peux combiner tout ensemble. Tu sais, je pense que il y a des choses que Turtle a fait que c'est juste dans quelques années qu'on va comme faire ouais, Turtle c'était vraiment. Mais tu sais, il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont des collaborations. Oui. Tu sais, Imperium, Voidfall, c'est en collaboration avec Nigel Buckle. Je pense qu'Anachronie, il y a plusieurs auteurs dessus aussi, si je me trompe pas. Ouais, Anachronie, il y a 2 autres auteurs. Puis tu sais, souvent, il va aussi... tu sais, c'est juste lui qui va faire le mode solo, mettons. Tu sais. Comme on voit souvent sur Kickstarter ou GameFound, mode solo par David Turcey. Fait que tu sais, c'est... Il va aller adapter le produit d'un autre pour qu'on soit capable de jouer tout seul. Ce qui, comme tu dis, c'est de quoi qui est vraiment utile puis qui est apprécié de beaucoup de joueurs, je pense. Mais pour moi, je pense pas que ça mérite de déclasser les 4 qui sont déjà là. Ouais, non, c'est ça. Je me dis, tu sais, c'est ça. Il a apporté un truc que je pense qui a marqué le jeu de société, mais c'est vrai qu'il est un peu plus récent, puis comme on a dit, tu sais, vu qu'il est encore très actif présentement, tu sais, j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe, là. C'est son moment. Ouais, Ça, puis il nous a peut-être pas sorti son plus magnum gros opus hit encore. encore. Ouais, c'est ça. Ou on a, du moins, on n'a pas vu comme toute l'étendue de son impact, là. Exact. Je regarde notre shortlist, on avait aussi, t'avais parlé de Rob Davio, tu sais, qui a popularisé inventé en fait le Legacy. Je pense que ça a été une mode, mais c'est une mode qui a passé vite. Ouais. Ben, je pense que le- l'aspect nouveauté, l'aspect comme ça donnait un certain niveau de rejouabilité intéressant, puis de fait d'avoir un impact sur le jeu que tu joues. C'est pas juste tu joues le jeu, mais tu bâtis le jeu un peu. Moi, je trouve que ça diminue la rejouabilité parce que tu fais ta Ouais, campagne Legacy, puis après c'est fini, là. ouais. Ben ça, c'est l'aspect suivant. Tu sais, c'est sur le coup, quand tu joues, ça va bien. Mais une fois que tu l'as fini, Qu'est-ce qui arrive avec ça, tu sais? c'est fini. Tu sais, c'est compliqué. Tu sais, quand tu peux. Mais je pense que Il y en a que tu peux pas revendre. ça reflète quand même le hobby plus moderne, là. Tu sais, dans le temps de Kramer puis de Kinitia de ces belles années, tu sais, t'avais pas 2000 jeux, 6000 jeux qui sortaient par année, là. Fait que tes jeux, t'y rejouais plusieurs fois, puis tu sais, ce qui était important, c'était justement la profondeur, la rejouabilité, versus aujourd'hui, beaucoup de jeux, tu vas jouer une fois ou deux, puis tu y retoucheras plus jamais, là. Fait que d'avoir le Legacy, comme tu dis, dans l'absolu, ça diminue la rejouabilité, mais à la vitesse que les jeux sortent aujourd'hui, ça va peut-être l'augmenter parce que tu vas vouloir finir ta campagne. Puis jouer 10 fois un jeu ou 12 fois un jeu, ben, c'est beaucoup. Ouais, quand t'es gros dans le hobby, c'est ça, tu finis que t'essayes plein d'affaires, puis tu sais, c'est difficile. T'as peut-être un jeu de campagne que tu fais durer en arrière, mais sinon, c'est des nouveaux jeux qui tournent, qui bougent, puis on suit les nouveautés. Mais c'est vrai que, tu sais, le Legacy, comme tu dis, c'est comme un truc qui a eu je pense qu'il y a eu un gros engouement. Puis là, après ça, le monde ont fait, ouais, mais après ça, je peux pas vendre mon jeu, ou je peux pas vraiment y rejouer, fait que c'est un peu comme, Mien. Puis on en voit de moins en moins là, des Puis, Legacy. Là. Je pense que le ouais, puis moi je dernier gros. pense, ouais, c'est ça, celui qui a le mieux pogné, c'est Pandémie. Puis c'est avec Matt Leacock. Puis tu sais, moi, je mettrais Matt Leacock avant Rob Davio sur le Mont Rushmore. Justement à cause que de Pandémie, tu sais, ça a été comme celui-là qui a popularisé le jeu coop, qui est tu parles de jeu solo tantôt, mais tu sais, les coops, c'est quand même de quoi qui prend beaucoup de place encore aujourd'hui. À l'époque de Pandémie, il y en avait, mais tu sais, pas tant que ça, là. Puis, tu sais, Pandémie, il y en a eu 14 Toutes millions de les saveurs versions, que là. tu C'est à veux. toutes les sauces, c'est ça, tu sais. Fait que
pour ça, je pense qu'il mérite d'être dans la conversation, mais tu sais, moi, je ne le mettrais pas au-dessus des 4 qu'on a, là. Ouais. Bon, j'allais dire, l'épisode dure quand même depuis un certain temps. Je voulais juste plugger vite vite qu'on avait pensé aussi à Simone Luciani puis à Lacerda. La Cerda, je pense, c'est un créneau très, très niché, là, que, tu sais, les jeux lourds, tu sais, c'est à lui qu'on pense. Personnellement, j'ai jamais joué à aucun de ces jeux. Peut-être que ça en dit beaucoup. Peut-être pas aussi, ça en dit peut-être plus sur moi que sur Ouais. lui, mais en tout cas, bref. Ouais, parce que tu sais, t'es beaucoup dans les jeux, comme tu disais, t'aimes les jeux aux mécaniques simples, mais qui a une complexité qui se découvre. C'est pas qui est lourd quand tu le sors de la boîte, là. C'est plus que qu'il y a beaucoup d'options, mais que les mécaniques sont légères. Ouais, ce qui est comme l'opposé de lui, de ce que j'en comprends. Parce que je sais pas, j'ai jamais joué à ces jeux. Mais bref, je pense qu'il il y a ses fans, il y a sa niche. Quand on pense à ce type de jeu-là, c'est lui qui ressort, mais je pense que c'est trop une petite niche pour être vraiment dans le top 4 là. Hmm. Puis moi, j'avais pensé à Simone Luciani, j'allais dire Simone Luciani et ses amis, parce que lui aussi fait beaucoup de collaborations, mais il a sorti des beaux bijoux. Barrage a beaucoup été aimé. Darwin's Journey, il fait parler de lui beaucoup, tout le temps. Nucleum, moi j'ai adoré. Mais tu sais, il est plus récent, là. Tu sais, c'est pas, on n'aura pas l'aspect père fondateur avec lui, là. Ou peut-être dans 10-15 ans, là, mais, tu sais, son plus vieux date de 2012. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait longtemps dans l'univers du jeu, mais tu sais, sur la grande tapisserie, c'est pas grand-chose, là. Non, 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 c'est ça. Puis tu sais, encore une fois, tu sais, c'en est un qui est un peu dans son pic, là. Tu sais, là, on voit les gros jeux, tu sais, qui sont vraiment bons, là, ils sortent présentement. C'est ceux qui s'en viennent, c'est ceux qui sont sortis dans les dernières années, mais les Ben, je plus sais récents. pas. Je pense que son plus populaire, c'est Soulkin, qui est probablement un de ses premiers. Barrage, il a été très populaire aussi. C'est Mais vrai. Darwin's Journey, me semble, tout le monde, j'en ai entendu parler un peu partout, tu sais, qui a été beaucoup. Ouais, parce qu'il est plus récent, mais si tu regardes, mettons, sur BGG, son plus haut ranké, c'est quoi? C'est Barrage, 36e. Ah, c'est Sol, Barrage, ok. ouais, Solkin, je suis pas sûr, je prononce tout croche. Il est 59e. Après ça, il y a Grand Austria Hotel, les voyages de Marco Polo. Puis après ça, on sort du top 10, mais il y en a quand même du top 100, mais il y en a d'autres qui sont pas loin, tu sais. Lorenzo et le Magnifico, 110. Ok, Puis, ouais. Ok, il est plus populaire que je pensais. ouais, oui. Puis, tu sais, on a Tileton, 312, Nucleon, 264. Tu sais, il y a du bon stock quand même. Moi, je pense que c'est là que ça s'en vient. Puis c'est des trucs quand même récents là, qui est dans le top. Là, tu sais. Ouais, si on faisait le top 4 de la nouvelle génération, là, ceux qui s'en viennent, je pense qu'il serait définitivement dedans. Ouais. Mais bon, le Mont Rushmore, c'est pour les vieux. Fait que, Fait que notre Mont Rushmore définitif. donc, on a Uwe Rosenberg, Martin Wallace, Wolfgang Kramer et Corey Konitska. Moi, je pense que c'est une belle sélection. Ouais, je suis satisfait. Mais je suis pas mal certain qu'il va y en avoir qui vont être en désaccord avec nous. Fait que vous pouvez faire ça dans les commentaires, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ou venez nous ostiner sur notre Discord. Ça va me faire plaisir d'argumenter avec vous. Je pensais que Euh, tu allais dire de vous dire pourquoi vous avez tort. Non, mais on va pas le dire comme ça, là. Ouais, ouais. Non, mais pour vrai, moi j'aime toujours ça, débattre, puis tu sais, c'est un peu ça l'idée de partir Board Game Duel, c'était de s'astiner sur des jeux. Ben là, on s'astine sur des auteurs, puis je pense que c'est une question que tout le monde peut avoir son interprétation un peu différente de, tu sais, c'est quoi les... Tu sais, on en a parlé au début de l'émission, c'était quoi nos critères pour inclure dans le Mont Rushmore. Peut-être qu'il y en a qui auraient des critères différents, puis qui arriveraient avec un top 4 complètement différent. J'ai de la misère à penser qu'un top 4 pourrait avoir aucun de ces quatre-là, mais peut-être.
Je serais curieux de vous entendre. Qui que vous auriez mis, vous, sur votre Mont Rushmore? Y en a-tu qu'on avait même pas dans la shortlist qui mériteraient d'être là aussi? Je serais curieux de voir ce que vous avez à proposer. Genre Puis les y en a- frères Parker. Fait que c'est ça. Je vais être bien content de lire vos commentaires là-dessus puis de discuter avec vous. Sinon, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur Patreon. Ça vous donne accès aux capsules en dessous de la table qu'on enregistre après chaque épisode. Puis on parle de comment qu'on a trouvé l'expérience d'enregistrer, c'est quoi les dessous de Board Game Duel, qu'est-ce qui s'en vient, des petites previews des duels à venir. On a un channel secret sur notre Discord où on se parle des vraies affaires. Donc, plein de petits avantages comme ça. Puis, mais en fait, c'est surtout pour nous encourager à continuer. C'est ça, fait qu'on vous remercie, on remercie nos Patreons, on remercie Chrysalis pour notre chanson thème, on remercie l'Odyssée qui va nous accueillir très très prochainement. J'espère que on va vous voir bientôt. Nous avons notre journée Board Game Duel dimanche le 30 juin au magasin de l'Odyssée à Belleuil. Fait que De 10h à 16h. oui, il reste encore un peu de place, fait que n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé. En tout cas, au moment d'enregistrer, au moment de diffuser, probablement aussi, mais en tout cas, on se met une petite étoile au cas où. Ouais. C'est premier arrivé, premier servi. Merci à vous de nous écouter. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! J'ai oublié le nom de Pat, le nom de famille de Pat. Allez. Ouais, c'est ça. On voit que c'est ton grand chum. Ouais, c'est parce que j'ai tout le temps appelé Pat. C'est comme David Couteau. Tu sais, je le dis pas souvent. Mais tu vois, lui, tu le sais. Ouais. Mais c'est parce que j'ai plus parlé avec lui sur Facebook dernièrement. Mais en tout cas, peu importe. Là. Ça a l'air full stupide. Genre, le gars, il oublie le nom de famille de Pat. Mais dis, on peut avoir un blanc dans la vie, tu sais. Ben oui. Inquiète pas, ça va tout être coupé.